Mesdames et messieurs, soyez maintenant les bienvenus à la session de questions-réponses Q&A avec l'équipe du film Gazer. Merci de bien vouloir accueillir à mes côtés sur scène Ryan J. Sloan et Ariela Mastroianni. Ryan et Ariela est la comédienne donc principale du film. Elle est également la co-scénariste. Vous avez travaillé conjointement au scénario. Comment s'est passée cette phase d'écriture? You worked together on the script. What was the writing process like? Well, when we started writing, I was actually it was when COVID shut everything down. I was considered an essential worker. I was doing electrical work inside of a prison in New Jersey. So I had to go to work every day. Ariel was furloughed from her job. So essentially she would kind of write during the day from 7 a.m. to 4:30, 5 o'clock or so, and then I would take over for the later half of the day. And we'd talk for a while, talk about what she did, where we wanted it to go, and then I would basically spend the night writing, and then the next day everything would go on the same. Oh yeah, I mean, Ryan and I, we talked a lot about the kind of film we wanted to make and the films that we loved that we haven't seen in a long time. So with Gazer, we were revisiting like The Conversation or Blow Up or Blowout, and Ryan and I were thinking like, what would be the next, what would be the modern kind of fourth film, in that series. So we used that as a jumping off point, and then we just, took it from there. Ryan nous dit qu'il avait, à cette époque-là, c'était donc on va dire à l'époque du Covid, tout le monde s'en rappelle évidemment, lui il était considéré comme un travailleur essentiel. Il travaillait dans les prisons à l'époque, il devait aller travailler, donc il a continué d'aller travailler. Mais lui c'était de 7h à 4h30 à peu près. Et donc entre 7h et 4h30 il était au travail, et pendant qu'il était au travail, Ariela elle écrivait le scénario, et puis donc en milieu d'après-midi lui il revenait, elle partait travailler, lui il revenait, et il pouvait tout d'abord discuter entre eux, échanger des idées, des pistes, et lui il se remettait à continuer l'écriture. Donc c'était vraiment un ping-pong comme ça pendant quelques temps pour arriver à écrire le scénario. Mais comme le dit Ariela, ils ont beaucoup parlé, ils ont parlé tout d'abord des films qu'ils aimaient, dont ils se sont inspirés, et ils ont revu d'ailleurs ces films, des films comme The Conversation avec Gene Hackman, right? De Coppola. Ils ont également revu Blow Up, Blow Out, tout ce genre de cinéma du nouvel Hollywood qui les a beaucoup inspirés à faire ce film. It's actually interesting that you talk about movies from that era, from the new Hollywood, as we call it, because well, it's your first film, right? And today it's more easy to make films with video, HD, and etc. But no, you decided to make it on film, and it's actually the grittiness of film is very present and gives a very peculiar atmosphere. But it is hard because it's expensive, because it's not easy to make, right? So why did you choose to go that extra mile to make the film? Je demande, il parle donc tout à l'heure, il vient juste de dire qu'ils se sont inspirés des films du nouvel Hollywood, et que quelque part on retrouve également cette inspiration dans l'aspect du film, parce que malgré le fait que ce soit leur premier film, et qu'un premier film c'est jamais évident à monter, et qu'aujourd'hui c'est plus facile de faire un film en vidéo avec les nouvelles technologies, ils ont décidé de faire le film sur une pellicule en 16 mm avec ce grain de pellicule, mais évidemment ça coûte plus cher, c'est plus compliqué, etc. Donc pourquoi ce choix? So, I mean, all the films that I grew up watching in the 90s, I grew up in the 90s, were older films. The first film that I can remember seeing is Scorsese's Taxi Driver. I watched that in an old apartment. My parents would be in the living room, and there's a hallway, and my brother and I would peek our head out and just watch along with whatever they were watching. And those films, they were shot on film. They had this living, organic feeling to them, and
that is cinema to me. It's part of it. Not to get into this digital verse film conversation, but you know, I think we had a friend that talked about how digital cameras are zeros and ones. It's computer graphics. It's math. But film is magic. You know, there's a chemical process. It's enclosed in a magazine, and you don't really know what you're going to get until you get it back from the lab, and that feeling is just so invigorating. And the fact that as soon as you hear the camera rolling, everyone on set, there is discipline, there's respect, and there's excitement, there's adrenaline. It's the greatest feeling in the world. Ryan nous dit qu'il a grandi dans les années 90 et qu'il se rappelle des premiers films qu'il a vus, des films par exemple, un des premiers films dont il se souvient, c'est Taxi Driver de Scorsese. Et il nous dit qu'à cette époque-là, il était enfant et avec son frère, dans la maison de ses parents où ils ont grandi, il y avait le salon avec la télé, et en face de la télé, il y avait un long couloir. Et eux, lui et son frère, ils venaient dans le couloir comme ça pour regarder ce qu'il y avait à la télé. Et c'est des souvenirs évidemment qui restent imprimés dans votre cerveau et qui forgent tout le restant de votre vie. Donc quelque part, ce souvenir donc d'un film, du côté organique du film, de l'aspect du film, c'est quelque chose qu'il a marqué et qu'il a voulu retrouver. Comme il le dit, ce qu'on tourne aujourd'hui avec des caméras numériques, finalement, c'est des 0 et des 1, c'est des bits d'information. Et ça reste pour lui quelque chose de beaucoup plus froid que ce côté organique que le film permet. Parce qu'un film, c'est vraiment magique, c'est un processus chimique, on ne sait pas ce qu'on a tourné. En fait, on est obligé d'attendre, pour les plus anciens, vous, évidemment, je vous apprends rien, mais on est obligé d'attendre que le film revienne du laboratoire où il va être développé avant de voir ce qu'on a filmé, si ce qu'on a filmé représente ce qu'on voulait avoir. Donc, et comme il nous dit, sur le plateau de tournage, à partir du moment où la caméra commençait à tourner, il y avait ce petit bruit de la caméra qui tourne et on sait qu'on n'a plus de temps à perdre, donc beaucoup de discipline, beaucoup de concentration, beaucoup d'adrénaline, autant de choses qui ont servi à l'urgence quelque part de faire un premier film. Alors le film a été tourné de manière peu conventionnelle, vous en avez parlé tout à l'heure, sur une durée de 2 ans, ce qui est un luxe inouï dans le cinéma. Quels ont été les défis que vous avez eu à relever? Quelles ont été les libertés aussi que ce processus vous a permis d'obtenir? The film was shot in an unconventional way over a period of 2 years, which is an unheard of luxury in cinema. And what challenges did you have to face, and what freedoms did this process allow you? It was nothing but a challenge, and I want to provide the context that in making this film, Ryan and I, we had no producing partners, we had no financiers, we had none of like the traditional resources that typically you need to make a film, and I just feel like that's so important to share, knowing that I'm sure we have so many filmmakers in this room who are just like, how do I get started? We kind of just figured it out as we went along, but I think shooting over the period of 2 years, that was our film school, you know? We couldn't afford to really, every mistake that we made, we had to pay for out of our own pockets. So like Ryan said, the discipline of having a very specific, shooting schedule or a strict rehearsal process, everything was so necessary, because if we made a mistake, that would be another 5 months we would have to save up to just shoot again on a weekend. And that's how we did it. We shot on weekends with just our friends when we could afford to. So the whole thing was challenging. Ça a été un défi, très clairement, nous dit Ariella. C'était un challenge parce que le film, donc elle tient à vous redonner également un petit peu de contexte par rapport au film. C'est un film qui a été fait, il n'y avait pas de production, il n'y avait pas de société de production qui les aidait, il n'y avait pas de financement. Ils l'ont vraiment réalisé eux-mêmes, payé eux-mêmes, produit eux-mêmes. Et c'est bien évidemment, comme vous vous en doutez, quelque chose de difficile. Il y a beaucoup de réalisateurs, d'aspirants réalisateurs, de réalisateurs confirmés pendant le festival, dans cette salle, peut-être maintenant. Et le film le tournage a duré 2 ans. 2 ans, c'est un luxe, mais c'est aussi une chance pour eux, parce que ces 2 années de tournage
presque guérilla, un tournage guérilla on pourrait dire. Ces 2 années de tournage avec tous les défis qu'ils ont eu à relever chaque fois, eh bien c'était vraiment leur école de cinéma. C'est comme ça qu'ils ont appris à faire le film. Ils ont appris à le faire pendant qu'ils étaient en train de le faire. Et ils ont tout payé eux-mêmes, tout est sorti de leur propre poche et ça met une pression énorme parce que comme le dit Ariela, s'ils font une erreur, un truc qui est mal fait, un problème d'éclairage ou n'importe quoi, eh ben ils vont pouvoir corriger cette erreur peut-être 5 mois plus tard, le temps de travailler, de mettre de l'argent de côté et de pouvoir racheter de la pellicule, etc. Donc c'était vraiment compliqué. Ils ont tourné principalement dans les week-ends parce que dans les semaines, ils travaillaient. Donc voilà, c'était vraiment pas évident. Do you want to add something to that? Or you don't? No, yeah, no, I think, we, doing it over 2 years as well, we had, this, we had many strange stories and things that we had to do to get this movie made. We were working multiple jobs. I remain an electrician at the moment. Ariel was working at a movie theater, and then we were doing covers on the weekends to try and, afford to continue shooting. And while we were shooting, it was the type of situation where, we shot in the Meadowlands, which, The Godfather shot there, The Sopranos shot there in New Jersey. And the first time we shot there was no gate. So we were able to get in, do what we needed to do. But when we got the film back, there was one shot that came back blurry. So we had to go back and reshoot it. But we went back a year later, and we went back, there was a gate and there was a lock. And there's like 3 cars. I had my electrical bucket truck, which is how we hung our moonlight over the scene, very grassroots. And then everyone else was behind me. I get out of the truck and I go and I feel the chain. And in the other car, Ariel is with the DP and the gaffer, and they're like, oh man, oh shit, I guess we're not going to shoot today. And Ariel goes, oh no. You don't know Ryan. So I went into the truck, I pull out bolt cutters, I go up, I cut the bolt, I throw everything open, I kick open the gate, and that's what we had to do to make this movie. No permits. A real outlaw. Ryan nous dit qu'ils avaient effectivement non pas un métier, mais plein de petits métiers qu'ils ont pris en fait pour pouvoir encore une fois financer toute cette aventure. Par exemple, Ariela travaillait dans une salle de cinéma et voilà, ils ont comme ça fait beaucoup de petits boulots pour pouvoir parvenir à faire ce film. Le film qui a par ailleurs été tourné Meadowlands, right, in New Jersey, dans le New Jersey, dans les Meadowlands. C'est un endroit qui est connu des cinéphiles puisque c'est notamment par exemple ici qu'ont été tournées beaucoup de séquences du Parrain de Francis Coppola. Et il nous dit qu'à un moment donné, ils avaient trouvé un endroit qui était super, qu'on voit dans le film, avec un long couloir industriel comme ça, et qu'on pouvait y aller. Donc ils y sont allés, ils se sont garés, ils ont tourné les séquences, etc. Et puis, quelques temps plus tard, quand le film est revenu, ce qu'on disait tout à l'heure, quand le film est revenu du laboratoire, ils se sont rendus compte qu'il y avait une séquence qui était pas bonne, qui était voilée, enfin bref, qu'il fallait la refaire. Et 1 an plus tard, parce que tout ça prend du temps, 1 an plus tard, ils sont retournés au même endroit pour refaire cette séquence-là, et ils se sont rendus compte qu'en 1 an, il y avait des choses qui avaient changé, et qu'il y avait maintenant une grande grille avec des chaînes, et avec un gros cadenas, et que bref, ils ne pouvaient plus y aller. Donc c'était un peu compliqué, lui il était dans son camion, et il y avait Ariela dans la voiture à l'arrière, avec le directeur de la photographie. Ils se sont dit, ah, qu'est-ce qu'on va faire, c'est coincé. Mais non, parce que Ryan est plein d'initiatives. C'est un garçon qui sait se débrouiller avec ce genre de problème. Donc il a ouvert le coffre de sa voiture, il a sorti une grosse pince, il a fait quelque chose de pas légal du tout. Il a éclaté le cadenas, il a tout jeté, ils sont rentrés. Donc voilà, un film qui s'est fait vraiment, quand je disais tout à l'heure, en mode guérilla, c'est-à-dire en mode guérilla à l'extrême limite de la légalité. D'où vous est venue l'idée du scénario? Quand j'ai regardé le film, j'ai pensé à Memento, par exemple, que Christopher Nolan a présenté ici même d'ailleurs, ou encore au Troisième Homme de Carol Reed. Quelles ont été vos influences? Vous avez parlé tout à l'heure de la conversation de Blow Up, Blow Out. Est-ce que vous avez d'autres influences qui ont pu vous aider pour ce premier film? Where did the idea of the script come from? You talked about conversation, blah, blah, blah. When I looked at the film, I thought of Memento that we actually introduced right here with Chris Nolan. I thought also of Carol Reed. Maybe you can talk to us about your references. Yeah, so we love
noir. So we knew that we wanted to write a mystery. And we wanted to keep it in that world. And as we were, revisiting these films, we realized, like in particular, that Vertigo, Memento, and The Conversation share something called a spiral structure, where the main protagonist keeps revisiting this one point in their life that they can't escape from. So all of their decisions, instead of having an arc like this, they kind of fall into this spiral pattern. So that became our structure. Identifying that was the thing that we really loved was crucial in developing the script. And then at the same time, I was reading a book by Dr. Oliver Sacks about just different types of degenerative conditions, aphasias, ataxias. And I had wondered if there was such a thing as someone who wasn't able to have a clear sense of time. And we came across this NPR article about a woman with dyschronometria. It's a real condition. And she talked about how she lived with it. So she thinks, for example, that she doesn't realize how much time is passing. So what could be 20 minutes to her, or what could be, 4 hours feels like maybe a couple minutes. And as she was explaining how she was dealing with this condition, she said that she became really internal. And that really became like the basis for Frankie. It's like, who is this woman who is dealing with this thing? How does she live in the world? And to us, it's like she lives as a ghost. She lives as a voyeur. She is someone who is on the outside looking in for fear of, being able to, live presently. So yeah. Ce qui nous intéressait, c'est par exemple dans un film dont ils ont parlé tout à l'heure, La Conversation. Dans ce film, il y a un thème narratif, un arc narratif qui nous a intéressés, c'est l'arc de la spirale. C'est-à-dire que le personnage principal passe son temps pendant tout le film à revenir, à se remémorer un moment, un événement particulier, et il revient, et en fait, à un moment donné, il a l'impression qu'il ne peut pas s'échapper de ce moment. Même s'il essaie de s'en échapper, il finit par revenir à ce moment encore et encore. Ça, c'est quelque chose, en termes de scénario, qui les a beaucoup intéressés. Et puis, elle a également, Ariella nous dit qu'elle a lu un livre du docteur Oliver Sacks sur des conditions psychiques, psychologiques de dégénérescence. Et ça l'a intéressée, elle voulait savoir s'il y avait une maladie, une condition dans laquelle la personne qui a donc cette condition n'a plus le sens du temps, n'arrive plus à comprendre s'il vient de s'écouler 20 minutes ou 4 heures. Et oui, il y a une condition, il y a une maladie comme ça qui s'appelle, alors, I hope I'm not gonna... dyschronométrie, c'est ça? Voilà, la dyschronométrie. Et donc, ils se sont dit que c'était un point de départ intéressant pour le personnage, faire en sorte que cette jeune femme, Frankie, a donc cette espèce de rapport complètement distordu par rapport au temps. Par exemple, si 4 heures viennent de s'écouler, elle ne se rend pas compte si c'est 4 heures ou 20 minutes. Et c'est une condition qui existe vraiment. Et donc, elle a sorry, there was just one thing I didn't get. Did you meet with a woman who had dyschronometria, or did you read about it? Ah ok. Donc elle a lu des interviews d'une femme notamment qui avait cette condition et qui expliquait que sa vie en fait était très particulière, et elle s'en est évidemment inspirée pour le personnage de Frankie. Parce que cette femme vivait vraiment comme un fantôme, comme quelqu'un qui est à l'extérieur de ce qui est à l'extérieur de sa propre vie. Elle est en train d'assister à sa propre vie, mais elle n'a pas vraiment de mainmise sur les événements qui se passent dans sa propre vie. Et ça a été le point de départ du film. Je vais poser encore une question et on va arrêter parce qu'aujourd'hui on a un timing un petit peu serré. Quelles furent les séquences les plus difficiles à tourner, quels furent au contraire peut-être le meilleur souvenir de tournage? I'm going to ask the last question. What were the most difficult sequences to shoot, or those that remain the best memories of the shooting? Because shooting the first film is something that really stays with you, so please share it with us.
Sure, yeah. When we did the nightmare sequences, I think that those were kind of the most challenging, but also the most fun. Challenging because the rest of the crew at that time had no fucking idea what we were doing, and they couldn't comprehend how this was going to fit into the movie. They just thought we had lost our minds at that point. And we had those were probably our longest days. We had like 2 12-hour days back to back. We tried to. The trick is feeding everybody really well, and you know, trying to keep 8-hour days, which we did mostly. But we had to go late on those 2 days in particular. But we also had the practical effects, the Cronenbergian, you know, hand through the chest, the flesh box. I was about to cite Cronenberg because yeah, for sure. Yeah, you know, so we basically shot everything in that nightmare sequence. We shot what actually happened between Frankie and her husband, Roger. But when I was in the edit, it felt right to make it more ambiguous and kind of bury what actually happened. We do expose it in that flash cut sequence at the end. We have, if you go frame by frame, you'll see exactly what happened between them. But we wanted to make it more, you know, Kubrickian and Lynchian. Oui, alors là, évidemment, il y a beaucoup de grands noms qui ont été cités et qu'on ressent effectivement dans les influences, particulièrement dans la séquence du cauchemar, de la réminiscence de ce qui s'est passé, et qui reste effectivement les meilleurs souvenirs de tournage. Pour Ryan, on a parlé évidemment de David Cronenberg, à qui on ne peut pas vraiment s'empêcher de penser quand on voit la boîte, il y a des trucs un peu étranges, organiques, mais également Kubrick, mais également David Lynch, des références effectivement qu'on ressent. Et ce qu'il nous dit, c'était qu'à ce moment-là, ils avaient 2 journées de tournage, c'était des journées très compliquées, très longues, et que l'équipe du tournage ne savait pas exactement ce qu'ils étaient en train de faire, ils ne comprenaient pas exactement où est-ce qu'ils voulaient en venir. Donc c'était vraiment un peu étrange comme ambiance, et en même temps c'était drôle, c'était évidemment plein de défis, parce qu'il fallait se dépêcher, parce que c'était pas évident, mais c'était drôle, c'était une énergie, enfin, ils en sont ressortis épuisés mais heureux, et à la fin du film, même si pendant les séquences du rêve au début on comprend vraiment pas trop ce qui se passe, à la fin du film en fait, même si on comprend pas, on peut comprendre quand vous allez revoir le film un jour en Blu-ray ou je ne sais quoi, eh bien vous pourrez faire des petits arrêts sur image, et Ryan nous dit que lorsque vous allez faire des arrêts sur image, image par image, vous pourrez voir des choses, vous pourrez comprendre finalement ce qui s'est réellement passé. Ils ont voulu cette séquence-là comme une séquence ambiguë, et ça reste, encore une fois, leur meilleur souvenir de tournage. Mesdames et messieurs, merci d'applaudir l'équipe du film Geyser.